Mes parents m'ont accusé de faire passer ma sœur pour une ratée simplement parce que j'ai acheté un condo à 26 ans, chose pour laquelle j'ai travaillé toute ma vie. Lorsqu'ils m'ont traîné en justice pour tenter de m'obliger à donner à ma sœur sa part de ma propriété, ils n'avaient aucune idée que j'étais la seule à connaître l'existence du compte secret qui allait les ruiner. C'est ici que l'histoire commence vraiment, et vous ne voudrez pas manquer ce qui se passe. Assurez-vous d'être abonné pour voir la suite jusqu'au bout. Nous sommes toujours curieux, d'où nous regardez-vous dans le monde aujourd'hui? Faites-le nous savoir dans les commentaires. J'avais 39 degrés Celsius de fièvre et je venais de terminer une journée de travail de 12 heures, la tête battant au rythme du sifflement du radiateur. Je survivais grâce à du thé tiède et à la seule force de ma volonté, recroquevillé sur l'unique fauteuil de mon minuscule studio. C'était l'appartement où je vivais depuis 4 ans, économisant chaque dollar superflu. Mes poumons me faisaient mal, une toux profonde et râpeuse me rappelant que je poussais mes limites trop loin. Mais le marché était volatile et, en tant qu'analyste junior, prendre un jour de congé maladie ne faisait pas vraiment partie de mon vocabulaire si je voulais progresser. Mon téléphone a vibré sur le sol, l'écran s'éclairant avec une photo de ma mère, Meredith. J'ai souri, un sourire sincère et fatigué. Un appel de maman était probablement exactement ce dont j'avais besoin. J'ai balayé pour répondre, la voix éraillée. « Salut, maman. »« Alexandra, tu dois arrêter ça, » a-t-elle dit. Pas de « bonjour », pas de « comment vas-tu » Juste ce ton familier et sec de désapprobation immédiate. Arrêter quoi? Maman, je ne me sens pas bien. Toute cette histoire de condo. Tu es égoïste et tu fais du mal à ta sœur. Tu sais à quel point elle est sensible. La chaleur que j'avais ressentie une seconde plus tôt a disparu, remplacée par une pointe de confusion froide et aiguë. Je venais de signer pour un petit condo d'une chambre dans un quartier correct de la ville. C'était mon plus grand accomplissement, l'aboutissement d'une décennie de travail acharné. J'avais commencé à travailler dans un restaurant à 16 ans, jonglé avec 3 emplois pendant l'université pour obtenir mon diplôme sans dette, et je m'étais frayé un chemin dans un programme de finance compétitif. Je n'avais même pas encore emménagé. Les papiers de la vente étaient encore dans une enveloppe Kraft sur le comptoir de ma kitchenette. « De quoi parles-tu » j'ai toussé, l'effort en voyant une décharge de douleur dans ma poitrine. J'ai acheté un logement. En quoi cela blesse-t-il Clara? Elle est dévastée, Alexandra. Voilà comment. La voix de ma mère a monté, aiguë et indignée. Elle est venue ici en larmes. Ton étalage de réussite lui donne l'impression d'être un échec total. C'est une artiste, elle a un chemin différent. Toi, avec tes feuilles de calcul et tes chiffres, tu ne comprendrais pas ça. Je me suis redressé, la pièce tournant autour de moi. Étalage? Maman, j'ai envoyé un seul message sur la discussion de groupe familial. Je ne l'ai même pas encore dit à mes amis. Je voulais juste partager la bonne nouvelle. Eh bien, ta bonne nouvelle a des conséquences, a-t-elle rétorqué. Ton père et moi en discutions justement. Ce n'est pas juste. Une angoisse glaciale, plus lourde que la grippe, a commencé à s'installer dans mon estomac. Qu'est-ce qui n'est pas juste? Que tu aies ce patrimoine et que Clara n'ait rien. Elle a du mal. Elle a besoin de soutien. Nous lui donnons ce que nous pouvons, mais ton père approche de la retraite. Nous avons pensé. Eh bien, nous attendons de toi que tu fasses ce qui est juste. J'étais complètement perdu. La fièvre rendait difficile le suivi de sa logique. Maman, quel geste juste? Qu'est-ce que vous me demandez? Il y a eu une pause, puis j'ai entendu mon père, Richard, se racler la gorge en arrière-plan. Sa voix est arrivée sur la ligne, calme et autoritaire. Il était associé principal dans un cabinet comptable, il avait l'habitude de donner des ordres. Alexandra, a-t-il dit, son ton ne laissant aucune place à la discussion. Ta mère a raison. Cet achat était impulsif et inconsidéré. Nous avons parlé avec Clara, et nous avons décidé d'une solution équitable. Nous avons besoin que tu ajoutes le nom de Clara sur l'acte de propriété de ton nouveau condo. J'ai arrêté de respirer. Le seul son dans le minuscule appartement était le tic-tac de l'horloge au mur. Quoi? C'est la seule solution équitable, a-t-il poursuivi, comme s'il expliquait une simple déduction fiscale. Tu auras une copropriétaire et elle aura la sécurité d'un actif. Cela rétablira l'équilibre. Elle pourra vivre là avec toi,
ou tu pourras racheter sa moitié quand tu en seras capable. Nous pouvons préparer les papiers. J'étais trop sidéré pour être en colère. J'étais trop malade pour crier. Tout ce que je ressentais était un sentiment de trahison profond et dévastateur. Il ne me félicitait pas, il confisquait le travail de ma vie. Non, ai-je chuchoté. Ma voix était faible, mais le mot était absolu. Que as-tu dit? La voix de mon père s'est durcie. Non, ai-je répété, plus fort cette fois, bien que cela m'ait déclenché une autre quinte de tout. Je ne ferai pas ça. C'est mon condo. Je l'ai payé. J'ai travaillé pour l'avoir. Clara n'a rien fait. Espèce d'ingrate, a commencé ma mère, mais mon père l'a coupé. Je vois, a-t-il dit, sa voix dangereusement calme. Tu vas être difficile. Tu as toujours été tellement centré sur toi-même. Très bien. Si tu ne veux pas être raisonnable, Alexandra, nous t'obligerons à l'être. Tu as oublié à qui tu as affaire. La ligne a coupé. Je suis resté assise dans le noir, le téléphone à la main, mon corps tremblant de fièvre et d'une clarté soudaine et terrifiante. Ils n'étaient pas seulement jaloux, ils étaient sérieux. J'ai regardé l'enveloppe Kraft et les clés posées dessus. J'avais cumulé 3 emplois depuis mes 16 ans, payé mes propres études supérieures, et acheté un condo à 26 ans, toute seule. Et ma famille, les personnes qui auraient dû être les plus fières de moi, étaient sur le point de me déclarer la guerre. La trahison était pire que le diagnostic lui-même. Les 3 jours suivants ont été un flou de maladie et d'anxiété. La fièvre est enfin tombée, me laissant épuisé mais lucide. Mon téléphone est resté silencieux. Pas d'appel de suivi. Pas de message demandant « Est-ce que tu vas mieux ?» Pas de « Désolé, nous étions contrariés, discutons ». Juste un silence froid et pesant qui semblait plus menaçant que n'importe quelle dispute. Ma famille fonctionnait selon un système de règles tacites, et je venais de briser la règle cardinale, tout tourne autour de Clara. Ma sœur, Clara, avait 24 ans. Pendant que je classais mes manuels universitaires par code couleur et travaillais les week-ends dans une entreprise de traiteur, elle se cherchait. Son art consistait en des toiles d'aspect abstrait qu'elle ne vendait jamais, entièrement financées par mes parents. Il payait son appartement de style loft en centre-ville qu'elle venait de perdre après avoir décidé que elle, ambiance, n'était pas la bonne, ses fournitures d'art coûteuses, sa voiture et ses dîners de réseautage 2 fois par semaine. J'aimais ma sœur, vraiment. Mais la personne que mes parents décrivaient comme sensible et dévastée n'était pas la personne que je connaissais. La Clara que je connaissais était une maîtresse de la manipulation émotionnelle, capable de produire des larmes sur commande pour obtenir ce qu'elle voulait. Et ce qu'elle voulait, c'était toujours ce que j'avais. Je me suis enfin senti assez bien pour conduire, alors je me suis couverte et je suis allé chez mes parents. J'avais besoin de voir leur visage. J'avais besoin de croire que tout cela n'était qu'un horrible malentendu dû à la fièvre. J'ai utilisé mon ancienne clé pour entrer. La maison était calme. Ma mère, Meredith, était dans la cuisine en train de disposer méticuleusement des petits gnomes en feutre pour sa boutique Etsy. Elle a levé les yeux quand je suis entré, et son visage, habituellement si chaleureux en me voyant, s'est figé en un masque d'indifférence polie. « Oh, Alexandra, tu es là. »« Maman, j'ai été malade. J'avais la grippe. »« Nous avons été occupés, » a-t-elle dit, sans lever les yeux de son gnome. Clara a été très bouleversée. Ton père a dû l'emmener au spa hier juste pour la calmer. La cruauté désinvolte de ses propos, l'absence totale d'inquiétude pour ma santé, m'ont frappé plus fort que l'appel initial. Maman, qu'est-ce qui se passe? Vous ne pouvez pas être sérieux pour le condo. Ce n'est pas possible. Ton père et moi sommes très sérieux, a-t-elle dit, coupant un fil avec une force inutile. Nous t'avons donné un bon foyer. Nous t'avons nourri. Nous t'avons habillé. Le fait que tu thésaurises ton succès de cette façon. C'est juste laid, Alexandra. Nous t'avons élevé dans le partage. Partager ce que je gagne, ai-je dit, ma voix montant malgré moi. J'ai partagé une chambre avec Clara pendant 16 ans. J'ai partagé mes vêtements. J'ai partagé ma voiture quand j'en ai eu une. Je ne partage pas ma maison, la maison que j'ai achetée avec mon propre argent. Argent auquel vous n'avez jamais contribué. Ne prends pas ce ton avec moi, a-t-elle répliqué, me regardant enfin. Ses yeux étaient froids. Tu as toujours eu un mauvais fond. Toujours si compétitive avec ta sœur.
Je ne suis pas compétitive, me suis-je écrié. Parce que tu sais qu'elle n'est pas aussi solide que toi, a dit Meredith. Le mot a résonné comme une gifle. Elle a besoin d'aide. Tu as toujours été la forte, Alexandra. C'est ton travail de t'occuper d'elle. C'est ton travail, maman. Nous avons été interrompus par le bruit de la porte d'entrée. Mon père et Clara sont entrés en riant de quelque chose. Ils se sont tous deux arrêtés net en me voyant. Clara, l'air parfaitement en forme et détendue après sa journée au spa, s'est immédiatement cachée derrière mon père, les yeux écarquillés par une peur feinte comme si j'étais une menace. Alexandra, a dit mon père, se plaçant devant Clara de manière protectrice. Je suis surpris de te voir ici. Je pensais avoir rendu notre position claire. Vous l'avez fait, ai-je dit, les mains serrées. Je suis ici pour rendre la mienne claire. Ça n'arrivera pas. Vous ne toucherez pas à mon condo. Vous n'aurez pas votre nom sur mon acte. C'est de la folie. Clara a jeté un coup d'œil par-dessus son épaule. Pourquoi est-ce que tu cries, Alex? Tu me fais peur. Tu es juste tellement capitaliste dans ton approche. Je l'ai fixé. Capitaliste? Je suis capitaliste parce que j'achète un logement? Tu ne fais que me le jeter à la figure, a-t-elle pleurniché, sa lèvre tremblante. Tu sais que je galère avec mon art et toi tu vas faire ça. Tu essaies de me faire sentir insignifiante. Maman, papa, elle essaie de me faire sentir insignifiante. On sait, ma chérie. Tout va bien, a roucoulé ma mère, se précipitant pour l'enlacer. Mon père s'est contenté de me regarder, le regard inflexible. C'est ta dernière chance d'être raisonnable, Alexandra. Fais ce qui est juste. Signe les papiers ou nous serons contraints d'engager des poursuites judiciaires. J'ai ri. C'était un son sec, incrédule et douloureux. Des poursuites judiciaires? Sur quel motif? Sur quelle planète avez-vous un droit sur ma propriété? Mon père, l'associé principal, l'homme qui connaissait la loi, a simplement souri. C'était un sourire mince et terrifiant. Nous pensons avoir un dossier très solide pour fiducie constructoire et enrichissement sans cause. Nous soutiendrons que toute ton éducation et une partie importante de ton éducation ont été financées avec l'accord implicite que tu soutiendrais cette famille. Ton achat de ce condo, sans nous consulter, est une rupture de ce contrat familial. Tu t'es enrichi sans cause aux dépens de Clara. J'ai senti le sang quitter mon visage. C'était absurde. C'était de la folie. Mais il le disait avec une telle assurance. Lui, un comptable, me menaçait avec des termes juridiques qu'il avait manifestement recherchés. Vous êtes fous, ai-je chuchoté. Vous êtes tous fous. Je me suis détourné et j'ai franchi la porte. Alors que je retournais vers mon petit studio, une pensée tournait en boucle dans ma tête, ils allaient vraiment le faire. Ils allaient essayer de me poursuivre. Mes propres parents. Ils pensaient tout savoir. Ils pensaient détenir toutes les cartes. Mais ils avaient oublié une chose cruciale. Ils avaient oublié ce que je faisais réellement dans la vie. Je n'étais pas seulement analyste financière, ma spécialité était la comptabilité forensique, d'investigation. Et je savais avec une certitude écœurante exactement où chercher. La lettre est arrivée une semaine plus tard. Ce n'était ni un SMS ni un appel téléphonique. C'était une enveloppe formelle, d'apparence terrifiante et officielle, livrée par coursier. C'était une mise en demeure provenant d'un cabinet d'avocats dont je n'avais jamais entendu parler. Mes mains tremblaient alors que je lisais le jargon juridique. C'était exactement ce dont mon père m'avait menacé. La lettre alléguait que j'avais exploité les ressources de ma famille pour mon propre profit. Elle affirmait que mes parents m'avaient fourni un soutien financier important pour mes études et mes frais de subsistance, créant ainsi une fiducie constructoire avec l'espoir qu'en retour, je subviendrais aux besoins de ma sœur, Clara. Mon achat du condo était, selon les termes de leur avocat, un détournement d'actifs destiné à la famille et un acte d'enrichissement sans cause. Ils exigeaient que j'ajoute le nom de Clara à l'acte dans les 30 jours ou que je fasse face à un procès qui viserait à forcer la vente du condo, le produit devant être distribué de manière équitable. J'ai dû m'asseoir. Mon cœur cognait si fort contre mes côtes que j'avais la nausée. J'ai regardé autour de mon studio. Chaque chose à l'intérieur, de mon canapé d'occasion à mon ordinateur portable reconditionné, je l'avais payé moi-même. J'avais cumulé 3 emplois.
J'avais été serveuse, surveillante de bibliothèque et j'avais donné des cours particuliers de calcul à des étudiants de première année. J'avais contracté des prêts étudiants, que je remboursais encore, précisément pour ne pas avoir à leur demander un centime. J'avais vécu de nouilles instantanées et de café gratuits sur le campus. L'idée que je m'étais, enrichi sans cause, était si grotesquement fausse que cela ressemblait à une violation. Le véritable enrichissement sans cause, c'était Clara. Elle était l'épicentre du dysfonctionnement de notre famille. Toute mon enfance a été une chronologie de ses besoins éclipsant ceux de tous les autres. Quand j'avais 10 ans, j'ai gagné le concours d'orthographe de l'État, mes parents ne sont pas venus parce que Clara avait mal à la tête et avait besoin qu'il reste à la maison pour regarder un film avec elle. Quand j'ai obtenu mon diplôme universitaire avec la plus haute distinction, mon dîner de célébration a été écourté parce que Clara a annoncé qu'elle rompait avec son petit ami et qu'elle ne pouvait pas supporter mon énergie arrogante. Ma mère, Meredith, était la principale complice. Toute son identité était liée au fait d'être la protectrice de Clara. Sa boutique Etsy sans succès n'était qu'un passe-temps pour occuper le temps, son vrai travail était de gérer les émotions de Clara. Elle ne me voyait pas comme une fille, mais comme une ressource à un service public stable et fonctionnel qui pouvait être sollicité pour soutenir l'enfant, réel, celui qui est sensible. Ma force n'était pas une qualité dont on pouvait être fier, c'était une obligation. Mais mon père, Richard, était le véritable antagoniste. C'était lui qui détenait le pouvoir. En tant qu'associé principal dans un grand cabinet comptable, il maniait l'argent et l'autorité comme des armes. C'était un homme obsédé par les apparences. Il avait besoin que le monde le voie comme un patriarche bienveillant, un homme prospère avec une famille parfaite. L'échec de Clara à prendre son envol était une tache sur cette image. Ma réussite, dans sa vision tordue, ne faisait que souligner l'échec de Clara, le faisant paraître incompétent. Sa solution n'était pas d'aider Clara à grandir, c'était de me tirer vers le bas. En m'obligeant à partager mon condo, il ne faisait pas que calmer Clara, il restaurait elle, équilibre, de son portrait de famille parfait. Il nivelait le terrain de la manière la plus toxique possible. Et maintenant, il utilisait sa connaissance du monde financier pour essayer de détruire le mien. Le procès était un mensonge, mais un mensonge calculé. Il savait qu'une bataille juridique, même infondée, serait dévastatrice pour moi. J'étais une analyste de 26 ans. Toute ma carrière reposait sur l'intégrité et la probité financière. Un procès alléguant un détournement de fonds et un enrichissement sans cause pourrait me faire licencier. Ce serait une tâche permanente sur mon dossier. Il n'essayait pas seulement de voler mon condo, il essayait de briser ma vie entière. Il utilisait ma plus grande force, mon indépendance financière, pour la transformer en arme contre moi. Il savait que je n'avais pas les ressources pour mener une longue bataille juridique contre un homme ayant ses relations. Il comptait sur moi pour céder, pour abandonner, pour protéger la carrière que j'avais tant travaillé à bâtir. J'ai relu la lettre. Le culot pur de la chose, la cruauté corporative et froide de la stratégie de mon père. Il n'avait même pas appelé, il avait envoyé un avocat. C'est à ce moment-là que le chagrin et le choc ont fini par brûler, laissant place à une rage froide et dure. Il pensait être le seul expert financier de la famille. Il pensait que je n'étais qu'une enfant s'amusant avec des chiffres. Il pensait que j'aurais peur. Il avait tort. Ils avaient oublié une chose cruciale, ils avaient oublié que pendant qu'il était occupé à apprendre à Clara comment être une victime, je m'apprenais à être une chasseuse. Et je connaissais tous ses secrets. Le point de bascule n'a pas été un moment de courage, mais un moment de calcul froid et pragmatique. Ils avaient déclaré la guerre. Je devais cesser d'être une fille et commencer à être une analyste. Mon premier appel a été pour une avocate. Pas n'importe laquelle, mais la meilleure, la plus impitoyable des plaideuses au civil que j'ai pu trouver, une femme nommée Madame Evans, dont la réputation pour démanteler les poursuites abusives était légendaire. J'ai utilisé tout mon fonds destiné à mes nouveaux meubles pour payer ses honoraires de provision. Quand j'ai expliqué la situation, sa réponse a été un sec « Eh bien, c'est certainement nouveau ». Et par nouveau, je veux dire un acte de mauvaise foi stupéfiant. Elle a confirmé mes craintes. Je pense que je l'ai, ai-je dit, la voix calme. Mais je dois en être sûr. C'est là que mon piège astucieux est intervenu. Ce n'était pas un piège physique, c'était un piège numérique. C'était une anomalie que j'avais remarquée il y a des années, un fil lâche que je n'avais jamais tiré. Mon père, Richard, l'associé principal,
l'homme à l'intégrité inattaquable, était un être d'habitude. Et l'une de ses habitudes était la comptabilité créative. Pas à son cabinet, il était trop intelligent pour ça, mais à la maison. Il y a des années, quand j'étais à l'université et que j'apprenais la comptabilité forensique, je lui avais proposé de l'aider à numériser ses vieux dossiers papier pour ses impôts personnels. Il avait ri et m'avait appelé ça « petite machine à calculer ». Il m'avait donné des cartons de dossiers, pensant que je faisais juste de la saisie de données, mais ce n'était pas le cas. J'analysais. Et j'ai trouvé un compte d'épargne séparé, un fonds de réserve qu'il appelait le « fonds de soins pour Clara ». C'était un compte que lui et ma mère alimentaient depuis des années, détournant de l'argent de leurs comptes principaux. Mais ce n'était pas l'existence du fonds qui posait problème, c'était la source de l'argent. Mon père gérait la succession de notre tante âgée et sa propre sœur, tante Lydia, qui était dans un établissement de soins de longue durée souffrant de démence. Il était son fiduciaire, son mandataire. Et j'ai vu les transferts. De petits montants réguliers, apparemment anodins, passant du compte de fiducie de tante Lydia au fonds de soins pour Clara. Des frais de gestion par-ci, un remboursement par-là. C'était méthodique. C'était caché. Et c'était hautement illégal. C'était un abus financier envers une personne âgée, un crime. Il pensait l'avoir parfaitement caché, mais c'est moi qui avais construit le tableur. J'avais vu les numéros de compte. Je les avais mémorisés. Je n'avais jamais dit un mot. Je m'étais dit que c'était une erreur, un malentendu. Mais maintenant, voyant de quoi il était capable, je savais que ce n'en était pas une. Maintenant, je devais le prouver. Je ne pouvais pas accéder à ses relevés bancaires personnels, mais j'étais une analyste forensique, je n'en avais pas besoin. J'avais juste besoin de montrer le schéma. Le levier n'était pas seulement l'argent, c'était le crime. J'ai passé les 2 semaines suivantes à travailler mes journées normales de 12 heures, puis à rentrer dans mon petit studio pour travailler 8 heures de plus. J'ai recoupé les dates, les montants et les registres publics. J'ai récupéré les registres de propriété de la maison de ma tante, qu'il avait vendue pour payer ses soins. J'ai trouvé le prix de vente. Ensuite, j'ai regardé les dépenses listées pour son établissement de soins. Les chiffres ne correspondaient pas. Il y avait un excédent massif, un excédent qui s'était évaporé. J'ai compilé mes découvertes dans un fichier sécurisé, un tableur, une chronologie, un résumé des transferts. C'était un audit précis, professionnel et absolument dévastateur des finances personnelles de mon père. Puis je suis passé à la dernière pièce du puzzle. J'ai contacté un enquêteur privé, un contact que Madame Evans m'avait donné, pour effectuer une vérification de bien-être sur ma tante Lydia. Je devais connaître son état actuel et je devais savoir à quoi ressemblaient les rapports fiduciaires officiels de mon père. Le rapport de l'enquêteur est arrivé une semaine plus tard, et c'était pire que ce que j'avais imaginé. Tante Lydia était dans un établissement public propre mais très basique. La maison de soins privée haut de gamme dans laquelle mon père prétendait qu'elle se trouvait? Elle en avait été retirée il y a plus d'1 an. Il avait réduit la qualité de ses soins, empoché la différence, et la laissé vivre ses derniers jours aux frais du contribuable pendant qu'il finançait le mode de vie artistique de ma sœur et me poursuivait pour mon propre argent durement gagné. L'homme qui m'accusait d'enrichissement sans cause détournait activement les fonds de sa propre sœur vulnérable et souffrante. Mon piège était tendu. Il ne s'agissait plus de mon condo. Il s'agissait de justice pour tante Lydia, et il s'agissait de montrer à mon père, l'associé principal, ce qu'une véritable analyste pouvait faire. Mon avocate, Madame Evans, a envoyé une réponse formelle au cabinet d'avocats de mes parents. C'était un chef-d'œuvre de retenue juridique. Elle affirmait simplement que leurs prétentions étaient catégoriquement fausses, sans fondement, et semblaient constituer un acte de harcèlement familial malveillant. Elle rejetait leur demande dans son intégralité et déclarait que toute tentative de dépôt de plainte serait accueillie par une défense vigoureuse et robuste, incluant une demande reconventionnelle pour tous les frais juridiques et dommages-intérêts. Je savais que cela ne suffirait pas. Mon père fonctionnait sur un principe d'escalade. Il verrait cela comme du bluff. Je devais lui montrer mon jeu, mais je devais le faire selon mes propres termes. Comme prévu, mes parents ont exigé une médiation familiale. Leur avocat a envoyé la demande à Madame Evans, qui me l'a déconseillée. C'est un piège, Alexandra. Ils veulent t'avoir dans une pièce pour t'intimider. Je sais, ai-je dit. C'est pour ça que j'y vais. Mais ce ne sera pas une médiation.
ce sera une présentation. Nous nous sommes retrouvés au cabinet d'avocats qui représentait mes parents. La salle de conférence était froide et opulente, faite de bois sombre et de chaises en cuir. Mes parents, Richard et Meredith, étaient assis d'un côté de la table massive, formant un front uni et offensé. Clara était assise entre eux, son téléphone sur les genoux, l'air profondément ennuyé. Leur avocat, un homme mielleux nommé Harrison, était assis en bout de table. Je suis entré seul, ne portant rien d'autre que mon ordinateur portable. Madame Evans était en attente, mais je devais faire cela moi-même. Alexandra, merci d'être venue, a commencé Harrison, en classant des papiers. Nous sommes ici pour trouver une solution amiable. Mes clients sont profondément blessés par tes actions égoïstes, mais ils sont prêts à se montrer gracieux. Je vais vous arrêter tout de suite, monsieur Harrison, ai-je dit, ma voix parfaitement calme. J'ai posé mon ordinateur sur la table et je l'ai ouvert. Nous ne sommes pas ici pour discuter de mon condo. Nous sommes ici pour discuter du compte numéro 4771B, le fonds de soins pour Clara. Ma mère et Clara ont eu l'air confuses. Le sang s'est vidé du visage de mon père. Il n'est pas simplement devenu pâle, il a pris une teinte grise maladive, crayeuse. Ses yeux se sont rivés aux miens, et pour la première fois de ma vie, j'ai vu une panique pure, sans mélange. Je ne sais pas de quoi tu parles, a-t-il balbutié, une tentative pathétique de bluff. Vraiment pas? J'ai tourné l'écran de mon ordinateur portable pour qu'ils puissent tous le voir. Il affichait le tableur, mon chef-d'œuvre. Repassons en revue. C'est un fonds privé auquel toi et maman contribuez depuis 2018. Très responsable. Le problème, ai-je dit en cliquant sur un nouvel onglet, c'est la source des contributions. J'ai affiché la chronologie. Le 1er juin 2019, tu as vendu la résidence principale de tante Lydia. Voici le relevé de clôture. Un bénéfice net de 850 000 $. Le 3 juin, 150 000 $ ont été transférés de sa fiducie vers le Clara Car Fund et codés comme des frais de gestion fiduciaire. Des frais de 17%, papa. C'est un peu élevé, non? Alexandra, ceci est une affaire familiale privée, a sifflé mon père, essayant de reprendre le contrôle. Tu n'as aucun droit. J'ai tous les droits, ai-je rétorqué, et ma voix résonnant dans la pièce silencieuse l'a fait tressaillir. Tu en as fait mon affaire quand tu m'as poursuivi en justice. Tu m'as accusé d'enrichissement sans cause. Parlons d'enrichissement sans cause. J'ai cliqué sur la diapositive suivante. C'était une comparaison côte à côte. D'un côté, les factures mensuelles de l'établissement public où vivait réellement tante Lydia, 4 200 $ par mois. De l'autre, les rapports fiduciaires déposés auprès de la banque qu'il soumettait, prétendant payer pour une suite de luxe privée dans un autre établissement, 14 000 $ par mois. Où va cette différence de 9 800 $ par mois, papa, ai-je demandé, la voix dangereusement calme. Je sais où elle allait. Ça a payé le loft de Clara en centre-ville pendant 2 ans. Ça a payé sa BMW. Ça paie monsieur Harrison. Tu me poursuis avec de l'argent volé. Ma mère avait l'air horrifiée. Richard, de quoi parle-t-elle? C'est l'argent de Lydia. C'est pour ses soins. Elle ment, Meredith, a rugi mon père, frappant du poing sur la table. Elle a falsifié ses documents. C'est de la diffamation. C'est de la calomnie. Clara a enfin levé les yeux de son téléphone, les yeux écarquillés. Papa, tu m'as dit que l'argent de tante Lydia était épuisé. Tu m'as dit qu'elle allait bien. Elle va bien, a-t-il insisté. Vraiment, ai-je dit. J'ai cliqué sur le dernier onglet. C'était le rapport du détective privé, accompagné de photographies datées. Des photos d'une petite chambre stérile. Des photos de tante Lydia, mince et confuse, dans une blouse standard. C'est là que vit ta sœur, papa, ai-je dit. Ma mère a laissé échapper un sanglot étouffé et s'est couvert la bouche. Même Clara avait l'air malade. L'avocat de mon père, Harrison, essayait frénétiquement de m'arrêter. Cette réunion est terminée. Ceci est irrecevable. Vous menacez mon client. Je ne menace personne, ai-je dit en fermant mon ordinateur. Je présente simplement les faits. Vous, monsieur Harrison, êtes désormais officiellement averti que votre client utilise des fonds obtenus par un abus financier sur personnes âgées, un crime grave,
pour payer votre provision. Je vérifierai ce chèque à votre place. Je me suis levé et j'ai regardé mon père. Son masque d'autorité avait disparu, il n'était plus qu'un homme terrifié et coupable, démasqué. Retirez la plainte, ai-je dit, la voix comme de la glace. Retirez-la aujourd'hui. Vous ne me contacterez plus jamais au sujet de mon appartement, et vous ferez transférer tante Lydia dans son établissement de soins d'origine. Vous rembourserez chaque centime que vous lui avez volé. Si je vois ne serait-ce que l'ombre de cette plainte, l'intégralité de ce dossier ira au procureur du district, à l'IRS et au Conseil de l'ordre des experts comptables de l'État. Est-ce clair? Mon père m'a simplement fixé, la bouche s'ouvrant et se fermant sans qu'aucun son n'en sorte. Est-ce clair? Il a enfin hoché faiblement la tête. Je suis sorti de la salle de conférence, la tête haute, laissant derrière moi les ruines de ma famille. Je pensais que ce serait la fin. Vraiment. J'attendais des excuses rampantes, une retraite terrifiée. Ce que j'ai obtenu à la place était une démonstration glaçante de la profondeur de leur délusion. La plainte a été retirée et Madame Evans l'a confirmé en moins de 24 heures, mais la guerre n'était pas finie. Elle avait simplement changé de forme. Mon père, Richard, est passé en mode contrôle des dommages. Il ne pouvait pas me combattre sur les faits, alors il a essayé de détruire ma réputation. Il a lancé une campagne de diffamation discrète et insidieuse. J'étais instable. J'étais erratique. J'avais fait chanter ma propre famille. Il était associé senior, ses murmures avaient du poids. J'ai entendu d'un collègue que mon père avait mentionné en passant à une connaissance commune lors d'un dîner de charité qu'il était profondément inquiet pour l'état mental d'Alexandra. C'était son nouvel angle, je n'étais pas une analyste qui avait découvert un crime, j'étais une fille hystérique qui avait inventé un fantasme. Mais les tentatives les plus désespérées et franchement pathétiques sont venues de ma mère et de ma sœur. Ma mère, Meredith, a commencé à me laisser de longs messages vocaux larmoyants. C'était un torrent de culpabilité émotionnelle. Comment as-tu pu faire ça à ton père, pleurait-elle au téléphone. Il a fait une erreur. Il essayait juste de subvenir aux besoins de sa famille, de Clara. Et toi tu te retournes contre lui comme un serpent après tout ce qu'il a fait pour toi. Tante Lydia va bien. Elle ne sait même pas où elle est. Mais tu as brisé le cœur de ton père. Tu as brisé cette famille. Clara, de son côté, est passée à l'attaque. Ses luttes artistiques sont soudain devenues centrales. Elle a posté une série de rangs vagues et passifs-agressifs sur les réseaux sociaux, se peignant en victime d'un membre de famille insensible et matérialiste qui les avait tous trahis pour un tas de briques. Certaines personnes valorisent l'argent plus que la famille, disait un post, sur une photo d'elle regardant pensivement une toile. Triste de voir quelqu'un perdre son âme. Ils essayaient de reprendre le contrôle du récit, de me peindre en méchante. Mais ils ne comprenaient toujours pas, je ne réagissais plus simplement. Je construisais un dossier. Ma confrontation au cabinet d'avocats n'était que la première étape. Le piège n'était pas seulement le dossier, c'était ce que j'en ferais ensuite. Ils ont donc retiré la plainte, a dit Madame Evans au téléphone. Mais tu n'es pas satisfaite, n'est-ce pas? Il me diffame, et il n'a pas fait transférer tante Lydia, ai-je dit, la voix froide. J'avais vérifié, elle était toujours dans l'établissement public. Il pense que je serai contente que la plainte disparaisse. Il pense que je laisserai tomber le reste. Il se trompe. Quel est ton prochain mouvement, Alexandra? Je donne le dossier aux autorités, ai-je dit. Mais pas seulement au procureur. C'est trop lent. Je vais aux gens qui peuvent l'arrêter maintenant. J'avais déjà fait mes recherches. Je n'étais pas seulement une fille, j'étais une comptable médico-légale avec un grief. Je savais exactement quel levier actionner. J'ai compilé l'intégralité de mon dossier et les tableurs, les virements bancaires, les photos du détective privé, la chronologie de la plainte dans un paquet numérique sécurisé et chiffré. Mon premier appel a été au service de protection des adultes. J'ai déposé un rapport formel et détaillé d'abus financiers sur personnes âgées, accompagné de toutes mes preuves. Je n'étais pas anonyme. J'ai mis mon nom, ma profession et mes coordonnées. Je voulais qu'ils sachent que j'étais un témoin crédible. Mon deuxième appel a été au Conseil professionnel de l'expertise comptable de l'État. J'ai déposé une plainte formelle pour manquement à l'éthique contre Richard, associé senior, alléguant une grave faute fiduciaire, un détournement de fonds et des actes de turpitude morale.
pour un expert comptable, une telle plainte éthique est une sentence de mort. Elle déclenche un audit immédiat et invasif de sa vie professionnelle et personnelle. Mon dernier mouvement a été le plus difficile. Je devais affronter ma famille une dernière fois. Je devais voir ma mère et ma sœur et leur donner une dernière chance de se distancier des crimes de mon père. Je suis allé chez eux. Mon père n'était pas là, j'avais calculé le moment. Ma mère et Clara étaient dans le salon. Quand ma mère m'a vu, elle s'est immédiatement levée. Alexandra. Dieu merci. Ton père est un rec. Tu dois t'excuser. Je ne suis pas là pour m'excuser, maman. Je suis là pour te donner un conseil, ai-je dit. J'ai posé 2 lettres sur la table basse. Voici une copie du rapport que j'ai déposé au service de protection des adultes. Et voici une copie de la plainte éthique que j'ai déposée contre papa auprès du Conseil de l'État. Le visage de Meredith a blanchi. Tu ne l'as pas fait. Si. C'est fait. Une enquête est ouverte. Ils vont geler le compte fiduciaire de tante Lydia, et ils vont auditer toutes les finances personnelles de papa sur les 10 dernières années. Clara a enfin parlé, la voix tremblante de peur réelle. Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce qui va se passer? Ça veut dire, ai-je dit en la regardant droit dans les yeux, que le Clara Car Fund va être saisi comme preuve. Ça veut dire que papa va très probablement perdre sa licence. Ça veut dire qu'il risque des poursuites pénales. Ça veut dire que l'argent est parti. Tout. Toi monstre, a murmuré ma mère, les larmes aux yeux. C'est ton père. Et tante Lydia et sa sœur, ai-je répliqué. Et je suis sa fille qu'il a essayé de ruiner parce que je ne l'ai pas laissé me voler. C'est lui qui a fait ça, pas moi. J'ai regardé ma mère, le cœur douloureux d'une décennie de déception. Il va tout perdre, maman, et il va essayer de t'entraîner avec lui. Tu dois prendre un avocat. Tu dois te protéger. Je me suis tourné vers Clara. Et toi? Tu dois trouver un vrai travail, cette fois. Clara m'a simplement fixé, le visage masqué d'incrédulité. Le sortilège était brisé. La banque de maman et papa, la source magique infinie pour sa vie artistique, avait disparu. Son protecteur, son facilitateur, était sur le point d'être exposé au monde comme un voleur ordinaire. Tu vas regretter ça, Alexandra, a crié ma mère tandis que je marchais vers la porte. Tu seras toute seule. Je me suis arrêté, la main sur la poignée. Je suis seule depuis des années, maman. Je viens juste de cesser de payer pour ce privilège. La chute a été plus rapide et plus spectaculaire que je ne l'aurais imaginé. Le Conseil de l'Ordre des experts comptables a agi avec une vitesse terrifiante. Une violation éthique impliquant un associé senior et un potentiel abus sur personnes âgées était un incendie à 5 alarmes pour leur réputation. Mon père a été suspendu de son cabinet en 1 semaine, en attendant les résultats de leur enquête interne. Le cabinet, désespéré de se distancier du scandale, a publié une déclaration publique sur un associé en congé pour raisons personnelles et leur pleine coopération avec toutes les enquêtes de l'État. Son nom, sa photo, tout a été effacé de leur site web du jour au lendemain. Le climax n'a pas été une dispute bruyante. C'était une réunion stérile, éclairée au néon, au bureau des services de protection des adultes, une réunion à laquelle j'avais été convoqué en tant que témoin principal. Je suis entré et je les ai vus, mon père, Richard, paraissant 20 ans de plus. Son costume coûteux était froissé, son visage était cendré, et il ne s'asseyait pas avec sa famille. Il s'asseyait avec son avocat pénaliste. De l'autre côté de la pièce était ma mère, Meredith, et ma sœur, Clara. Elles n'étaient pas là pour lui, elles étaient là avec leur propre avocat. Ma mère, semblait-il, avait enfin suivi mon conseil. Une travailleuse sociale, Madame Diaz, et un enquêteur du Conseil de l'État, un homme sévère nommé Monsieur Klein, étaient assis en bout de table. Merci à tous d'être venus, a commencé Monsieur Klein, la voix plate. Nous sommes ici pour discuter du compte fiduciaire de Mademoiselle Lydia. Monsieur Richard, notre enquête, déclenchée par la plainte déposée par votre fille, Madame Alexandra, a révélé des irrégularités significatives et troublantes. Il n'a pas retenu ses coûts. Il a détaillé systématiquement, ligne par ligne, le détournement de fonds de mon père. Il a exposé la chronologie de la vente de la maison, des frais frauduleux, du siphonnage systématique des fonds. Il avait maintenant mes tableurs, vérifiés par des subpénats bancaires officiels.
C'était mon dossier ramené à la vie avec toute la puissance de l'État. Au total, a dit M. Klein, nous avons vérifié la malversation de 432 000 $ du fonds fiduciaire de mademoiselle Lydia sur une période de 4 ans. Ma mère a laissé échapper un petit hoquet horrifié. Elle connaissait l'existence du fonds, mais elle n'avait clairement aucune idée de l'ampleur. L'avocat de mon père est immédiatement intervenu. Mon client admet une mauvaise tenue de livre. Il était sous une immense pression familiale. Il avait toujours l'intention de rembourser l'argent. C'est un différend familial, pas une affaire criminelle. Madame Diaz des services de protection des adultes a enfin parlé, la voix empreinte d'une colère tranquille et juste. Monsieur Richard, ceci n'est pas une erreur de comptabilité. C'est un abus grave sur personne âgée. Pendant que vous empruntiez cet argent, votre sœur a été transférée d'un établissement de soins de haute qualité vers un service financé par l'État. Sa qualité de vie a été gravement diminuée. Sa fiducie personnelle, destinée à ses soins, a été utilisée pour financer voyons voir. Elle a regardé un papier. Une BMW série 3, 2 ans de loyer pour un appartement de luxe, et une plainte contre votre autre fille. Elle a regardé directement ma mère et Clara. Quant à vous, Madame Meredith et Mademoiselle Clara, vous étiez les bénéficiaires directs de ces fonds volés. Vous viviez sur de l'argent qui aurait dû payer les soins médicaux d'une femme âgée. Clara a enfin craqué. Ce n'était pas une performance, c'était un sanglot brut, laid, de pure panique. Je ne savais pas, a-t-elle gémi. Il m'a dit que c'était un héritage. Je ne savais pas que c'était volé. Je ne savais pas. Ma mère fixait simplement mon père, l'expression d'une trahison totale, sans fond. L'homme qu'elle avait facilité, l'homme qu'elle avait défendu, lui avait menti aussi. Il l'avait exposé, elle et leur fille sensible, à la ruine légale et financière. Monsieur Richard, a dit Monsieur Klein, le Conseil demande la révocation sommaire de votre licence CPA, de façon permanente, et nous transmettons l'intégralité de notre dossier au bureau du procureur du district avec une recommandation de poursuite pénale. C'était le moment où mon père, l'associé senior important, l'homme qui m'avait menacé dans ma propre maison, s'est complètement brisé. Il s'est affaissé en avant, a mis la tête dans ses mains, et ses épaules ont commencé à trembler. C'était un homme ruiné. Je me suis levé. J'en avais assez vu. Madame Diaz, Monsieur Klein, ai-je dit, ma voix tranchant la tension. Merci pour votre travail. J'ai une dernière chose à ajouter. J'ai posé un dernier dossier sur la table. La plainte de mon père contre moi a causé un préjudice professionnel et émotionnel significatif. Voici la facture de mon avocate, Madame Evans, pour 22 000 $. Voici la facture du détective privé pour 4 500 $. Comme la source probable du financement de sa plainte était l'argent volé à ma tante Lydia, j'attends un remboursement intégral de sa part, pas de la fiducie. J'ai regardé mon père une dernière fois. Il n'a pas voulu croiser mon regard. Au revoir, papa. Je suis sorti de ce bureau, passant devant ma sœur en pleurs et ma mère stupéfaite, et j'ai débouché sous le soleil éclatant. J'ai pris une profonde inspiration. Je me sentais légère. La fièvre que j'avais eue pendant des mois, l'anxiété et la colère avaient enfin disparu. J'étais libre. Les conséquences ont été rapides. Mon père, face à des preuves accablantes, a plaidé coupable pour un chef d'accusation d'abus financiers graves sur personne âgée. Il a évité la prison en raison de son âge et de l'absence d'antécédents, mais le prix a été élevé. Il a perdu sa licence, sa carrière, et a été condamné à 5 ans de probation et 1000 heures de travaux d'intérêt général. Le tribunal lui a ordonné de payer une restitution intégrale. Le fonds, Clara Carr, a été saisi. Lui et ma mère ont dû vendre leur maison, la maison où j'ai grandi, pour rembourser les 432 000 $ à la fiducie de tante Lydia et payer mes frais juridiques. En utilisant mon propre réseau professionnel, j'ai travaillé avec Madame Evans et les services de protection des adultes pour nommer un fiduciaire tiers neutre pour tante Lydia. J'ai utilisé ma connaissance du système pour m'assurer qu'elle soit immédiatement transférée dans le meilleur établissement de soins privé de l'État. Son confort et sa sécurité ont été assurés pour le reste de sa vie, entièrement payés par les fonds récupérés. Ma mère et mon père ont déménagé dans un petit appartement locatif sombre de l'autre côté de la ville. La boutique Etsy de ma mère est devenue sa principale source de revenus, et ce n'était pas suffisant. Elle a dû prendre un vrai emploi comme caissière dans un supermarché. La chute de Clara a été la plus publique.
Avec l'argent parti, elle a été expulsée de son nouvel appartement. La BMW a été reprise. Elle aussi a dû trouver un emploi, elle travaille maintenant comme barista dans un café. Ses réseaux sociaux sont silencieux. Elle, artiste sensible, a enfin été forcée d'affronter le monde réel, et elle n'avait personne à blâmer d'autre que les parents qui l'avaient trahi en ne disant jamais non. Environ 6 mois après la condamnation, j'étais dans mon nouvel appartement. Il était enfin meublé. La lumière du soleil entrait par les grandes fenêtres, tombant sur mon canapé confortable et les étagères que j'avais construites moi-même. Je buvais du café, lisant le journal du week-end, quand mon téléphone a vibré. C'était un texto de Clara, on peut parler? Mon premier instinct a été de l'effacer, mais j'ai hésité. J'ai répondu, d'accord. Nous nous sommes retrouvés dans un parc public à mi-chemin entre mon appartement et son nouvel appartement beaucoup plus petit. Elle avait l'air différente, plus mince, fatiguée. L'arrogance avait disparu, remplacée par une tristesse profonde et lasse. Je voulais m'excuser, a-t-elle dit, tordant ses mains sur ses genoux. Je ne savais pas, Alex. Je jure que je ne savais pas d'où venait l'argent. Mais j'aurais dû. J'aurais dû poser la question. C'était juste si facile de le prendre, de les laisser te haïr à ma place. Elle pleurait de vraies larmes cette fois. Tu avais raison. J'étais un échec. Je l'étais. Et au lieu de le réparer, j'ai juste laissé punir toi pour ne pas en être une aussi. Je suis tellement désolé. C'était la première chose vraiment honnête qu'elle m'ait jamais dite. Je ne savais pas si notre relation pourrait redevenir ce qu'elle était, mais je savais qu'elle pourrait être quelque chose. Quelque chose de nouveau. Quelque chose de réel. Je sais, Clara, ai-je dit. Je sais. Ça va. Nous sommes restés assis en silence un moment. J'ai recommencé à peindre, a-t-elle dit doucement. Juste pour moi cette fois. Sur des toiles bon marché. Je les ai payées moi-même avec mon argent de barista. J'ai souri, un petit sourire vrai. J'aimerais les voir un jour. Elle a levé les yeux écarquillés. Vraiment? Vraiment? Ma mère ne s'est jamais excusée. Elle est trop fière, trop ensevelie dans son propre ressentiment. Mon père, je ne lui ai pas parlé depuis l'audience, et je ne pense pas que je le ferai jamais. Certaines trahisons coupent trop profondément. Mais tandis que je rentrais à mon appartement, à ma maison, acheté avec mon travail, défendu avec mes compétences, je me sentais en paix. J'avais perdu la famille que je pensais avoir, mais j'avais gagné moi-même. J'avais prouvé que mon travail, mon intégrité et ma résilience n'étaient pas des faiblesses à exploiter, ils étaient mon armure. Et j'étais, pour la première fois de toute ma vie, véritablement, justement et complètement enrichi.